Bienvenue à Foundations for Figma, notre cours le plus complet pour les novices en Figma. Nous allons aujourd'hui apprendre les bases des jetons de design, style et bibliothèque dans Figma. Je suis Ansh Meira, enseignant en design et IA. Ceci est le cours 3 de notre série gratuite de 10 cours. Alors, commençons sans plus tarder. Bienvenue au cours 3 des bases de Figma. Nous avons déjà terminé les cours 1 et 2. Le cours 1 couvrait les bases de Figma, tandis que le cours 2 approfondissait les cadres et les mises en page automatiques. Aujourd'hui, dans le cours 3, nous allons aborder les styles et les bibliothèques. Je pense personnellement que maintenant, nous passons enfin à des sujets qui vous donnent un aperçu de ce qu'est vraiment Figma et pourquoi il est si puissant. Au fait, ce sera un cours de 10 leçons et vous trouverez beaucoup plus de ressources sur le design UX spécifiquement pour les designers qui postulent pour des emplois ou rédigent leurs études de cas. Sur Learn UXian, c'est là que nous avons nos offres premium, des informations sur nos rencontres, événements, mentorats et bien plus encore. Mais ce cours est un cours Figma. C'est gratuit. Examinons le programme du jour. Il est divisé en 3 modules. Dans le module numéro 1, je couvrirai les bases de ce concept très intéressant appelé jetons de design et ensuite les styles à l'intérieur de Figma et nous comprendrons pourquoi nous en avons même besoin. Dans le module numéro 2, nous étudierons un véritable système de design par Uber et nous découvrirons comment les grandes entreprises conçoivent. Dans le module 3, je vous expliquerai comment définir des styles de texte et de couleurs dans Figma. Comment se déroule la mise en œuvre lors de la conception d'une application. Dans ce tutoriel, si je survole un élément, le curseur agrandi apparaîtra en haut à droite. Vous verrez si j'ai appuyé sur une quelconque touche. Il n'y a donc absolument aucune ambiguïté restante. Alors commençons avec le module numéro 1 où nous comprenons les bases des jetons et des conceptions. Alors les gens, la chose est que lorsque vous créez une application, vous avez bien sûr vos formes de base qui sont des rectangles, des ellipses et des lignes. Mais vous devez y mettre de la couleur. C'est vrai, une interface utilisateur aura vraiment l'air très mauvaise si vous n'y mettez pas de couleur. Mais quand nous parlons de couleurs, votre écran d'interface utilisateur est en fait composé d'au moins 3 catégories de couleurs, même lorsque vous voyez cet écran en ce moment. En effet, même en visionnant cette vidéo sur YouTube, vous verrez que les gris sont très basiques, comme du gris clair, des gris foncés. Le texte est également soit noir, soit gris, mais il y a certaines zones où vous pouvez voir des couleurs vives. Par exemple, ici, dans Figma, vous pouvez voir cette couleur bleue juste ici. Cette couleur bleue ici, ou ce panneau sélectionné, même sur YouTube, on peut voir du rouge ici et là, donc ils appartiennent à une catégorie différente. Les gris formant la surface sont d'une catégorie à part, et parfois, en cas d'erreur, lors de la suppression d'un élément, ou lors d'une alerte, ou d'un avertissement. Même alors, vous avez un ensemble de couleurs différents. Donc, en réalité, si je devais diviser une banque de couleurs d'une interface utilisateur, je la diviserais en 3 sauts. Le premier sont mes gris. Donc, essentiellement, si je devais vous montrer à chaque fois que vous créez une application, vous avez essentiellement besoin d'au moins vos gris de base qui peuvent commencer par le noir et puis lentement, ils peuvent progressivement se déplacer vers le blanc. Maintenant, il est très important que vous compreniez d'abord si vous créez une application à thème clair ou une application à thème sombre car il décide de l'apparence de vos couleurs. Supposons simplement que nous créons une application à thème clair. Dans ce cas, supposons que la plupart de vos couleurs commencent par un blanc pur et qu'elles vont lentement vers le noir. Donc, si je devais définir un nombre pour la couleur blanche, ce serait probablement 1. Et comme je passe de 1 à peut-être 10 dix serait du noir pur, n'est-ce pas? Donc, entre les deux, vous avez plusieurs nuances et vous définissez toutes ces nuances une par une. Maintenant, laissez-moi vous donner un rapide exemple de cela si je devais aller et taper design d'interface utilisateur. D'accord. Et allons simplement sur Mobin, parce que Mobin est un site web très cool. C'est un site web très fiable que j'utilise constamment pour m'inspirer. Donc, cela a un tas d'écrans juste ici. Alors, disons simplement que je vais sur celui-ci juste ici, donc c'est par Luma, n'est-ce pas? C'est pour organiser des événements. Maintenant, si j'ouvre l'un de ces écrans, ouvrons simplement, disons celui-ci. Oh, d'accord. Donc, vous remarquez que vous avez tous ces gris juste ici. Mais alors, dans certains cas, vous avez aussi cette étiquette de couleur verte. Vous avez aussi ces icônes. Exactement. Et vous avez souvent besoin de nuances de gris très subtiles. Spécifiquement si vous travaillez en lumière,
thème. Maintenant, si je devais sélectionner n'importe quelle application qui est probablement, disons, en thème sombre. Vérifions quelque chose qui est en thème sombre. Oui, celui-ci, donc Tesla, est essentiellement une application à thème sombre. Donc, quand vous entrez ici, vous vous rendrez compte que vous avez bien sûr vos noirs, mais ensuite, vous avez des nuances de gris sombre subtiles aussi. Maintenant, chose très intéressante à noter ici, c'est que dans un thème sombre, à mesure que la surface se rapproche de vous, elle devient plus claire parce qu'il y a un principe très important du thème sombre dans la conception de l'interface utilisateur. Il dit qu'une face de l'écran il y a une source de lumière supposée. Donc, par exemple, si je devais regarder cette chose ici, cette couleur est plus sombre, alors que cette couleur est plus claire, pourquoi? Parce que c'est sur le dessus de la surface. Donc, tout ce qui se rapproche de moi sera dans une nuance plus claire. C'est pourquoi vous remarquerez que les champs de saisie sont généralement plus sombres. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'intérieur. Dans ce cas, cette carte est sur le dessus, cette carte est encore sur le dessus de cette carte. C'est pourquoi elle devient de plus en plus claire à mesure que vous vous rapprochez de l'écran. Maintenant, quelque chose de très différent se produit lorsque nous passons au thème clair. Dans le thème clair, vous vous rendez compte que vous n'avez pas quelque chose qui est vraiment très sombre, mais généralement dans beaucoup de conceptions d'interface utilisateur, ils gardent soit une simple couleur blanche par exemple. Ici, ils ont une simple couleur blanche collée sur le pli supérieur et ensuite ils mettront comme un gris très clair, comme une nuance de blanc plus foncé à l'arrière, mais le principe sous-jacent reste le même. Donc ici, nous avons des couleurs claires et des nuances claires. Dans le thème sombre, nous avions des nuances très très sombres, mais le principe reste le même car voyez comment cette carte blanche est sur une note plus claire, donc la surface est grise mais la carte est blanche. Mais encore une fois, si je devais mettre toutes ces couleurs dans différentes catégories, les couleurs de surface viennent dans une catégorie séparée, ces couleurs primaires de marque viennent dans une catégorie séparée, et si vous deviez voir l'un des boutons de suppression ou l'un des boutons d'alerte, ils viendraient dans une catégorie séparée. Donc, je ne peux pas les voir en ce moment. Mais oui, par exemple, ceci est comme un succès. Donc, ce n'est pas une couleur de marque, ce n'est pas une couleur de surface. C'est une catégorie différente en soi. Et celles-ci sont appelées sémantiques. Maintenant, bien sûr, je continue à le dire encore et encore, ce n'est pas un cours de conception d'expérience utilisateur. C'était en fait un cours sur Figma. Donc, nous n'irons pas trop en profondeur pour comprendre ce que sont ces gris, ces couleurs de marque et ces couleurs sémantiques. Nous avons déjà créé un cours de 15 épisodes qui était gratuit sur le design UX où j'ai une vidéo appelée « Déclarer votre palette d'interface utilisateur ». Donc là, j'explique cela en détail, mais juste pour m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Sur ce sujet spécifique d'abord, nous déclarons nos grilles. Donc, supposons que nous avons une application à thème clair, d'accord, et je vais commencer à partir de 0, d'accord. Donc, je vais créer une boîte et laissez-moi faire cela en blanc. Maintenant, vous ne pouvez pas voir cela parce que, évidemment, c'est devant une surface blanche. Maintenant, je vais faire une copie de cela et j'ai deux façons de rendre cela gris. Soit je peux maintenir la touche Shift et appuyer sur la flèche vers le bas. Donc, cela crée un montant de décalage, donc cela crée automatiquement un gris, et je peux dupliquer et je peux en fait aller et appuyer sur commander. Encore et ce n'est pas la façon exacte de faire cela. Je fais juste cela pour que vous sachiez. C'est plus facile à comprendre. C'est rapide, mais je vais juste appuyer sur la flèche vers le bas. Encore d'accord. Peut-être ici, j'appuierai une autre flèche vers le bas encore. Juste pour m'assurer que nous avons quelque chose de plus sombre. Donc, je peux copier ce code hexadécimal et vous savez coller cela ici et cela dépend entièrement de vous. Combien de nuances voulez-vous? D'accord, dans la plupart des cas, je recommande généralement aux gains de prendre toute leur palette de gris et de la diviser en trois parties. D'accord, quand il s'agit de gris, si vous travaillez pour un thème clair, alors viennent d'abord vos couleurs de base. Donc, ce sont des couleurs qui sont très proches de la couleur blanche parce que nous travaillons dans votre thème clair. Puis nous avons des couleurs intermédiaires qui se déplacent en fait vers la nuance de gris. Donc je vais garder celles-ci comme mes bases et peut-être ces trois comme mes couleurs intermédiaires. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux probablement aller et rendre cela encore plus sombre, puis supprimons cela, dupliquons cela et rendons cela encore plus sombre. Donc ils viendront dans ma catégorie intermédiaire. Maintenant, j'aurai aussi besoin des couleurs qui sont très très contrastées avec le blanc. Donc cette fois, laissez-moi juste aller et sélectionner le noir absolu. D'accord, laissez-moi garder cela à l'extrémité du spectre. Et je vais créer deux copies. Et cette fois, laissez-moi juste augmenter la luminosité comme ça, copions ce code hexadécimal, collez-le ici, puis augmentez-le à nouveau. Assurez-vous simplement que cette couleur et cette couleur ne sont pas trop similaires. Mais oui, maintenant je peux les prendre. Rangeons-les. Prenons ces derniers. Rangeons-les aussi. Donc ceux-ci juste ici deviennent mes couleurs de base à l'intérieur des gris d'ailleurs. Ceux-ci deviennent
mes couleurs intermédiaires et ceux-ci deviennent mes couleurs de contraste et maintenant vous diriez que Ange, il y en a 3, alors comment différenciez-vous entre les 3 bases? Donc ce serait base 1, base 2, base 3, intermédiaire 1, intermédiaire 2, intermédiaire 3, contraste 1, contraste 2, contraste 3, d'accord. Donc c'est ainsi que vous pouvez faire cela. Maintenant, en ce qui concerne les couleurs de marque ne sont généralement pas décidées par le concepteur UX, elles sont généralement décidées par un concepteur de marque. Donc, McDonald's utilise le jaune et le rouge comme couleurs de marque, tandis que Facebook utilise le bleu et le blanc, correct? Il y a toujours une couleur principale et une couleur d'accent. Donc, peut-être que pour Facebook, le bleu est la couleur principale et le blanc l'accent. Ces couleurs spécifiques sont nécessaires lors de la création de boutons. Alors, laissez-moi vous montrer un exemple concret. Revenons à Mobin, trouvons quelque chose dans la section éducation. Donc, si j'allais sur Duolingo, vous vous rendriez compte que Duolingo a une couleur primaire de marque très vive, comme un vert joyeux ou une couleur de soleil. Mais quand je vais dans l'application, disons juste que je viens et que je vais probablement passer au flux suivant. Voyons si je devais vérifier, disons celui-ci, juste ici. Donc maintenant, vous avez certaines des couleurs de la marque, mais vous avez aussi un peu de gris. Donc mon gris entre dans cette catégorie. Le trait de ce message, le texte juste ici, mais alors vous avez aussi certaines couleurs de marque qui remplissent les phrases clés. Et toutes ces choses. Donc, les couleurs de la marque sont généralement décidées par un designer marketing, mais si vous n'avez personne dans votre startup, alors vous finirez probablement par devoir décider des couleurs de la marque. Et dans ce cas, vous pouvez toujours apprendre la théorie des couleurs. Mais ne gardez pas plus de 2 ou 3 couleurs de marque. Ensuite, vous avez la sémantique qui est essentiellement pour les couleurs d'alerte, les couleurs d'avertissement, les couleurs de succès. Elles sont généralement les mêmes. Pour l'alerte, les gens mettent des nuances de rouge. Pour l'avertissement, ils ont du jaune. Et pour le succès, ils ont du vert. Donc, en ce qui concerne les gris, vous avez des bases, des moyens et des contrastes. Mais pour les couleurs de marque, il n'y a pas de base, de moyens, de contraste. Seule la couleur principale compte, même en sémantique. Souvent, disons que vous élaborez un système de boutons. Dans le système de boutons, il existe divers états comme le primaire, le défaut, le désactivé, etc. Donc, en survol, vous avez besoin d'une version de la couleur principale de la marque qui est légèrement plus foncée. Disons simplement que c'est ma couleur principale de marque. D'accord? Je devrais également créer une autre couleur qui est plus foncée que celle-ci. Mais vous ne pouvez pas simplement randomiser cette couleur foncée. Donc, la bonne façon de faire cela est que je clique sur plus et peut-être que je fais cela à 20 d'accord, puis je fais une autre copie et je choisis l'outil de sélection de couleurs et je sélectionne ce code hexadécimal ici parce que lorsque j'écris un style. Je tiens à mettre ceci comme ma deuxième couleur, donc c'est ma couleur par défaut et celle de survol. Je ne peux pas mélanger ces deux aspects sans codage. Donc, il serait correct de le faire ainsi. Et ensuite, vous pouvez répéter la même chose pour vos couleurs d'avertissement et de succès et tout le reste au cas où vous en auriez besoin. Maintenant, la partie amusante est qu'aujourd'hui, nous ne couvrons que les styles, mais en réalité, beaucoup de ces choses, beaucoup de ces combinaisons de couleurs et l'utilisation de ces gris et l'utilisation de ces couleurs de marque, elles sont faites en utilisant ce concept appelé tokens, donc dans la section d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer brièvement le fonctionnement des tokens. Et ensuite, nous couvrirons comment fonctionnent les styles. Mais les styles ne répondent pas vraiment aux exigences qu'un token nécessite. Donc, pour les tokens, Figma a introduit une nouvelle fonctionnalité à part entière et elle s'appelle variable et nous couvrirons cela finalement dans le cours. Mais aujourd'hui, je vais simplement vous présenter ce que sont les tokens de couleurs. Je vais simplement vous présenter ce que sont les styles et nous garderons les choses très, très simples. Donc, permettez-moi d'énoncer le problème. Voyez, quand il s'agit d'un code hexadécimal, lorsque vous concevez, vous ne pouvez pas vraiment continuer à communiquer avec vos designers que « Oh, pouvez-vous faire ce bouton? » 7F52. C'est terrible de dire ça. Donc, essentiellement, vous avez besoin de noms faciles à comprendre qui vous aident à comprendre de quoi il s'agit avec cette couleur. Disons donc simplement que ce code hexadécimal ici est la valeur racine. D'accord, c'est la valeur réelle du code hexadécimal, mais peut-être que je construis un système où j'appelle cette couleur jaune 1. Maintenant, je peux avoir plusieurs jaunes, c'est pourquoi j'ai dit jaune 1. Je peux avoir jaune 2, jaune 3, tout comme j'avais ici, j'avais base 1, base 2, base 3. Donc ici, j'ai jaune 1, 2, 3.
Donc, ce concept entier de donner un nouveau nom à un nombre très compliqué, c'est essentiellement ce qu'on appelle l'abstraction. Alors, qu'est-ce que l'abstraction? Lorsque vous conduisez une voiture, changer de vitesse consiste simplement à déplacer un levier en avant et en arrière. Mais en réalité, lorsque vous changez cette vitesse, beaucoup de choses changent à l'intérieur de la voiture, mais vous n'en êtes pas conscient. Parce que le concepteur de la voiture a fait abstraction. Il a veillé à ce que chaque aspect technique soit simplement caché et que vous n'ayez qu'un seul point de contrôle, qui est la vitesse. Dans ce cas, j'utilise la valeur jaune et je l'utilise comme une abstraction pour m'assurer que je n'ai pas à dire régulièrement ce mot compliqué encore et encore. Maintenant, le mot sophistiqué serait que j'utilise un alias. Alias signifie un nom alternatif pour la même valeur racine. Une autre chose importante, ici à savoir est qu'à un moment donné, je pourrais utiliser le jaune pour différents cas d'utilisation. Donc, j'ai un code hexadécimal. Ce code hexadécimal, je l'appelle simplement jaune 1, mais peut-être que jaune 1 est utilisé dans une autre icône. À un autre endroit, il est utilisé comme une notification de succès. Ailleurs, il sert d'icône de vérification. Comme le même jaune est utilisé dans d'autres endroits. Donc, vous avez plus de branches de la même couleur. Et tout cela n'est possible que grâce à cette abstraction. Maintenant, je sais que cela prendra du temps. Veuillez passer cette demi-heure, cette heure avec moi. Il me faudra 1 heure pour expliquer le fonctionnement de ces jetons et pendant ce processus, vous penserez probablement que vous n'avez pas saisi mes explications. Je sais que cela m'est arrivé aussi. J'ai besoin que vous m'écoutiez et me donniez du temps. Je vais expliquer son fonctionnement parce que j'ai des tonnes d'exemples pour vous rendre cela clair, d'accord? Maintenant, nous allons simplement garder les choses simples. D'accord, nous avons 7F. Peu importe, j'appelle ça le jaune. Supposons que ce jaune est maintenant un jeton pour moi. Donc ce nom d'alias, ce nom alternatif, ce jaune est maintenant un jeton qui me redirige vers cette valeur hexadécimale. Maintenant, en ce moment, cet exemple vous montre moi, attribuant un nom à cette teinte. Mais vous pouvez avoir des jetons pour des styles de type ou des tailles de type. Même des espacements ou des bordures, essentiellement tout ce que vous devez définir et en faire une règle. De sorte que personne ne peut simplement venir et vous savez changer. Disons simplement que je n'ai pas ces jetons jaunes et qu'un autre designer travaille sur n'importe quel écran. Et il utilise l'icône qui nécessite la jaune. Si cette jaune n'est pas définie, il devra utiliser la pipette, outil de sélection de couleurs pour choisir la couleur jaune susceptible de faire une erreur. Mais si je définis une règle qui dit que si vous utilisez cette icône de succès, vous ne pouvez utiliser que la jaune. Alors il doit utiliser ce jeton. Maintenant, si je dis qu'au lieu de la jaune, tous ces signes de coche auront la jaune 2, alors je n'aurai à faire de changement que dans une seule partie. Et si je fais un changement dans cette seule partie, il se reflètera partout où la jaune 1 était utilisée. Donc vous construisez essentiellement un système extrêmement robuste. Désormais, vous pouvez faire cela aussi pour les ombres et bien d'autres, n'est-ce pas? Mais généralement, quand il s'agit de styles de couleurs, aujourd'hui, nous découvrirons simplement la tokenisation des couleurs. D'accord, et c'est juste un moyen de donner des noms faciles à lire au code hexadécimaux. Maintenant, allons un niveau plus profond et comprenons que lorsque je nomme cette couleur, disons jaune sang, parce que c'est une convention très courante, le jaune sang peut être utilisé de différentes manières, n'est-ce pas? Il peut être utilisé comme un texte ou une icône. Alors ce qui se passe, c'est que lorsqu'une entreprise est en construction, vous créez un ensemble de couleurs qui sont vos codes hexadécimaux, puis vous donnez des noms à ces codes hexadécimaux, mais en tant que designer ou en tant que designer marketing, l'équipe marketing prend également des couleurs de cette même banque, peu importe l'équipe dans laquelle vous êtes. Toutes ces différentes équipes viennent à ce seul et unique jaune scent et elles peuvent prendre le jaune scent et l'utiliser dans leur propre système individuel. Donc, l'équipe mobile utilise son propre système avec le jaune scent. Cette équipe iPad utilise le sien. Donc, ce qui se passe, c'est que vous commencez avec une valeur racine, puis vous lui donnez un nom global. Dans ce cas, c'est le jaune scent, mais ensuite, nous avons le nom du système ou le nom d'alias. Dans ce cas, peut-être que je l'appelle alerte sémantique, peut-être que je construis une application web et à l'intérieur de mon application web, je l'utilise à l'intérieur de l'icône d'alerte sémantique, comme quoi que ce soit, c'est dans un composant de mon application web. Alors je peux creuser plus profondément et dire que même à l'intérieur d'une pop-up spécifique, j'utilise la même couleur dans le remplissage de l'icône, spécifiquement dans le remplissage de l'icône d'alerte. Donc, quand il s'agit d'un composant spécifique, vous pouvez créer plus de couches.
c'est comme une superposition des noms, mais ils redirigent tous vers cette seule et unique couleur. Donc vous pouvez avoir autant de niveaux que vous voulez, n'est-ce pas? Dans la plupart des systèmes de design, ils se limitent à 3 niveaux, comme ils ont un nom normal, et puis le nom normal a un alias, et les gens disent simplement que c'est soit un alias, soit un composant spécifique. Ça dépend de vous et je vous montrerai les exemples. Ça deviendra très très clair pour vous. Mais le fait est qu'en réalité, les noms des tokens ne sont pas si simples. Donc pour l'instant, j'ai un peu fait en sorte que le jaune cent soit maintenant appelé remplissage de l'icône d'alerte. J'ai juste simplifié à un niveau très basique. En réalité, les noms des tokens sont assez compliqués et je vous expliquerai comment nommer ces tokens, mais soyez patient avec moi petit à petit, nous couvrirons cela. Une chose très importante à comprendre est que les couleurs peuvent avoir plusieurs niveaux de superposition, mais quand il s'agit d'ombre ou même d'effets lumineux ou quand il s'agit d'autres styles, qu'il s'agisse de styles de typographie ou d'espacement, là vous n'aurez pas autant de niveaux. Dans la plupart des systèmes de design, quand il s'agit par exemple de taille de police, ils auront juste 8, 12 et 16. 8 sera appelé petit, 12 sera appelé moyen et peut-être que 16 sera appelé grand et c'est là qu'il s'arrête, n'est-ce pas? Les gens ne disent pas vraiment que petit devient ensuite titre mobile, moyen devient ensuite titre web. Ils ne font pas ça dans la plupart des cas. Les gens le gardent à un seul niveau. C'est seulement dans les couleurs où les gens ont plusieurs niveaux de hiérarchie, plusieurs niveaux de paliers. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple pratique. Prenons cet invite ici qui est comme une application de choix de plan. Et d'ailleurs, c'est d'un fichier communautaire Figma open source gratuit appelé Untitled UI. Dans ce cas, vous avez une valeur racine qui est la couleur bleue. Maintenant, je peux lui donner un nom global qui est bleu cent. Puis après que bleu cent est établi, je peux dire que cela vient sous ma couleur de marque principale. D'accord? Donc, je vais le mettre dans ma catégorie UI. Imaginez que l'équipe marketing utilise également ce nom global. Toute la palette, l'équipe web travaille également et l'équipe marketing, tout le monde utilise le bleu cent pour leur propre cas d'utilisation individuelle. Mais en ce moment, je suis dans l'équipe produit. L'équipe produit construit une interface utilisateur. Au sein de l'interface utilisateur, nous avons nommé cela comme primaire. D'accord. Maintenant, une fois qu'il a été nommé comme primaire, j'ai également décidé que le même primaire 1 pourrait être utilisé pour cette icône de vérification, juste ici et aussi pour le texte modal. Donc dans ce cas, le bleu cent est d'abord référencé comme UI primaire 1 et puis UI primaire 1 est ensuite à nouveau lié à l'icône de vérification dans le texte modal. Donc ces deux seront des noms de jetons spécifiques aux composants, mais cette chose, juste ici, cela va être un nom de jeton spécifique au système. Maintenant, ce composant spécifique au système, ne sont pas des règles, c'est juste ma façon d'organiser. Les gens pourraient appeler cela, comme vous savez pas, spécifique au composant, mais spécifique à l'instance. Certaines personnes, au lieu d'un système spécifique, ils l'appelleront comme spécifique à l'appareil. Quoi qu'il en soit, cela dépend juste de la façon dont vous voulez les organiser. Mais l'avantage de cela est que peut-être un an plus tard, je décide que le texte modal va être noir. Dans ce cas, je peux juste casser cette branche ici et la connecter à un autre nom d'alias et ça marchera très bien. Maintenant, si vous avez compris quelque chose, jusqu'à présent, je sais que beaucoup de choses sont compliquées. Vous aurez une certaine clarté, mais si vous appréciez et si vous trouvez vraiment cela utile, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche. Maintenant, prenons un autre exemple. À gauche, nous avons un composant de menu déroulant web et à droite, nous avons une barre latérale web. Ici, si vous remarquez, il y a un état de survol, d'accord? Cette chose, ici, nous avons un état de survol pour cela. Et ici, nous avons mon email juste, en dessous de mon nom, maintenant, les deux sont la même couleur d'accord, mais les cas d'utilisation sont très différents. Donc ici, ma valeur racine est 9, puis je l'ai nommé comme mon nom global, comme gris 100, puis gris 100 a un alias de base 1, d'accord? Qui est cette chose ici? Donc, vous vous souvenez, nous avons créé base 1 pour nos gris. Donc, dans certains cas, j'ai utilisé la même couleur, grise, dans mes gris. Mais ensuite, j'ai aussi utilisé la même pour mon texte secondaire. C'est mon texte secondaire ici, donc ce serait un nom de jeton. Ce serait un nom de jeton, ce serait un nom de jeton. Et maintenant, je suis juste en train d'utiliser des jetons pour faire plus et plus d'abstraction, mais s'il vous plaît, notez que les vrais noms de jetons ne ressemblent pas à cela. Donc, comprenons comment nommer ces jetons. Et pour être honnête, il n'y a pas une seule façon de le faire. Laissez-moi juste vous expliquer. Il y a beaucoup de façons. Les gens ont toutes ces différentes sortes de cas d'utilisation. Cela dépend vraiment de la complexité que vous pouvez avoir. D'accord. Et je garde généralement les choses très très simples. Donc, je vais vous montrer quelques façons simples aussi. Je vais vous montrer comment les grandes entreprises le font aussi. Donc ici, j'ai un tas de composants. D'accord. C'est une étiquette. Ce sont 3 boutons. C'est un basculement. Tous utilisent la même couleur d'accord.
Maintenant, ce que vous devez faire, c'est quand vous créez des noms de jetons dans votre startup ou quand vous construisez simplement, construisez-vous, savez, votre système de design, vous devez vous assurer que vos noms de jetons sont les plus courts et les plus simples et vous pouvez toujours prendre référence à partir d'autres systèmes. Aussi, donc je vais coller un lien d'au moins 5 à 6 ressources où vous pouvez apprendre des systèmes de design et vous pouvez réellement apprendre comment cette marque nomme ses jetons et vous pouvez prendre des références d'eux aussi, mais dans la plupart des cas, le nom du jeton. D'abord, le plus important vous indique le cas d'utilisation. Il vous dit que ce nom de jeton est pour une couleur ou pour un style de type ou pour une ombre ou pour un espace. Et je vais vous montrer des exemples. Je vous laisse juste savoir ce que le nom du jeton devrait transmettre. Donc, la chose la plus importante est un but. Quant à savoir quelle est cette catégorie pour la seconde pourrait être une propriété. Quand vous savez si c'est un remplissage d'arrière-plan ou si c'est juste un trait, vous savez, des choses de ce genre. Parfois, vous pouvez aussi être très précis sur le composant. Vous pouvez dire que même si c'est un jeton de couleur, même si dans un jeton de couleur, c'est un remplissage d'arrière-plan, c'est un remplissage d'arrière-plan juste pour un bouton, c'est le remplissage d'arrière-plan juste pour un bouton radio. Vous pouvez aussi être très spécifique aux composants. Mais quand il s'agit de composants, vous pouvez aussi avoir des états. Donc ici, j'ai 3 boutons d'accord. La même couleur, ici, elle est utilisée pour la surface. Ici, elle est utilisée pour le texte. D'accord. Elle sert aussi pour le texte, donc vous pouvez le dire dans le bouton. Quel état est dans ce bouton? Est-il dans l'état par défaut, ou l'état de survol, ou l'état désactivé? Et maintenant, il n'est absolument pas nécessaire d'utiliser toutes ces choses. Je vous informe simplement comment les gens procèdent. Prenons un exemple. Nous avons ce bouton d'alerte juste ici, d'accord? Ce serait ma valeur racine qui est le code X réel. Puis je donne au code X un nom global qui serait bleu sang. Et maintenant, pour ce remplissage spécifique, je n'attribuerai pas bleu sang à cela. Je vais d'abord créer un autre jeton. L'appeler UI parce que c'est pour la bibliothèque UI, puis Pill qui était mon composant, puis Primary qui est l'état de la pilule parce que cette pilule a une autre variante primaire, secondaire, tertiaire à l'intérieur de la pilule primaire. Ceci n'est utilisé que pour l'arrière-plan. Quand je crée ce jeton maintenant, j'aurai ceci comme ma couleur de jeton et cela serait lié à ce remplissage. Maintenant, une chose très très importante à noter est que j'ai utilisé des tirets et non des slash. S'il vous plaît, n'utilisez pas de slash car cela finira par compliquer beaucoup votre code maintenant. Si je devais faire la même chose pour mes boutons, maintenant c'est le même bouton, mais maintenant ce bouton a 2 états différents. La couleur est la même, donc la valeur racine est 75. Quel que soit le nom global, c'est également le même, mais maintenant dans ce cas, je vais créer un nouveau jeton qui est mon jeton de composant et je vais l'appeler comme UI. Dans UI, c'est un bouton. Dans le bouton, c'est pour le bouton principal. À l'intérieur du bouton principal, c'est juste pour l'arrière-plan et c'est dans l'état actif, donc cela peut être mon jeton pour cette couleur. Ici, concernant le bouton secondaire, j'obtiens le bleu sang. Il y a énormément de manières de le faire. Finalement, lorsque nous couvrirons plus d'exemples de comment ces composants fonctionnent, vous comprendrez comment ce nommage fonctionne réellement, parce que je sais que pour beaucoup de débutants, cela commencerait maintenant à devenir légèrement compliqué, et ce concept entier nécessite beaucoup d'apprentissage supplémentaire aussi, et ce cours est. Pas pour comprendre les jetons ou pour le design UX, la seule raison pourquoi je vous explique un bref aperçu des jetons est parce que vous devez savoir pourquoi vous devez apprendre les styles. C'est une fonctionnalité de Figma. Nous aurons des vidéos qui vous enseigneront l'utilisation des jetons. C'était juste pour vous faire comprendre que les jetons vous permettent de faire référence à une valeur racine de différentes manières exactes, parce que vous ne pouvez pas vraiment communiquer en code hexadécimal. Donc ce concept est assez long. Aujourd'hui, nous allons simplement comprendre pourquoi nous avons besoin de style. Le lien pour télécharger cette présentation sera dans la description, mais il y a un mot de passe pour cela, et c'est le mot de passe. Assurez-vous de copier ce mot de passe avant de télécharger la présentation. Commençons avec le module 2. Étudions quelques systèmes réels d'accords, comprenons exactement ce que font les grandes entreprises. Et pour cela, je recommande toujours aux gens d'étudier le système de conception d'Uber. Et il s'appelle Base. Donc si vous allez sur base.uber.com, vous aurez accès à toute leur bibliothèque sur la gauche. Ils ont cette chose appelée jeton de conception. Et si vous cliquez sur Utilisation, vous pouvez réellement comprendre comment ils ont construit leur jeton de conception et quelle était leur logique derrière cela. Maintenant, je ne couvrirai pas tout. Vous devrez même regarder cette vidéo au moins 2 fois et vous devrez également parcourir leur site web. Et si cela devient confus, n'abandonnez pas car c'est ce que font la plupart des étudiants. Ils abandonnent simplement s'ils ont l'impression que « Oh, c'est un peu compliqué ». Persistez, regardez cette vidéo encore une fois et cela commencera à avoir du sens.
pour vous, mais laissez-moi vous montrer comment Uber a construit ses jetons de conception. Donc en gros, ils ont expliqué le fait que vous savez que ce soit une couleur, une valeur d'espacement ou une taille de texte, quoi que ce soit, vous aurez un nom et vous aurez une valeur. D'accord, vous vous en souvenez. Nous avions la valeur qui était un code hexadécimal et vous aviez un nom même dans cet exemple, c'est ma valeur et c'est mon nom. Maintenant, pour qu'un jeton fonctionne, un nom est requis, la valeur est requise. Mais dans beaucoup de cas, si vous voulez dire que dois-je mettre le type à l'intérieur du nom du jeton, dois-je taper le mot couleur ou texte lorsque je nomme le jeton? Pas nécessairement. C'est donc toujours optionnel. Vous pouvez aussi ajouter des descriptions en créant des composants et styles sur Figma. Donc ceux-ci sont également facultatifs en ingénierie. Ils ne disent pas nom et valeur. Ils ont un autre jargon. Ils l'appellent clé et valeur. Disons donc que vous avez cette couleur ici. Ce serait ma valeur, mais la clé serait bouton primaire et il l'appellerait signe $, bouton tiré primaire. Nous n'utilisons pas le signe $ à l'intérieur de Figma, mais quand les développeurs l'utilisent, ils utilisent clé valeur. Donc en design, nous avons des noms pour chaque valeur en ingénierie. C'est juste la même chose que d'avoir une clé pour chaque valeur. Maintenant, pourquoi le mot clé? Parce que cette clé est unique. Vous ne pouvez pas avoir deux clés avec le même nom. C'est pourquoi ils l'ont un peu appelé clé, parce que chaque clé est unique, n'est-ce pas? Donc en ingénierie, ils ont utilisé ce mot parce que vous ne pouvez pas dire avoir le mot primitive.bleu.65 comme clé qui a des valeurs différentes. Cette seule clé sera connectée à une valeur singulière. Maintenant, comme je l'ai dit, les jetons peuvent être utilisés pour beaucoup de choses. Donc, chez Uber, ils utilisent des jetons pour 8 types pris en charge. Ils l'utilisent pour les couleurs, la typographie, la mise en page, les grilles, les dimensions, les coins, les haptiques, comme beaucoup de choses. Dans la session d'aujourd'hui, parce que nous couvrons principalement les styles sont utiles pour vos couleurs, la typographie et les ombres, et même dans cela aujourd'hui, nous nous concentrerons principalement sur la compréhension des jetons de couleurs, parce que ce sont ceux qui deviennent légèrement confus parce que vous avez plusieurs couches, mais bien sûr, quand nous parlons de clés et de valeurs, cette valeur ne peut pas juste être un code hexadécimal. Cela peut être une chaîne, cela peut être une valeur booléenne, qui est vrai ou faux. Cela peut aussi être un nombre ou un entier. Cela pourrait être quoi que ce soit, non. Aujourd'hui, nous traitons seulement des couleurs. Mais en naviguant sur ce site, vous réalisez qu'il y a beaucoup pour chaque type. Maintenant, la partie intéressante, c'est que, disons, je vais dans la section des couleurs. À l'intérieur des couleurs, j'ai un tas de jetons. Donc, ce qu'ils font, c'est que pour chaque jeton, vous avez un nom de jeton. Chaque nom de jeton a essentiellement 2 composants. D'accord, dans ces 2 composants. Le composant numéro 1 est là où vous indiquez le type de ce jeton quant à l'endroit où ce jeton va être utilisé. Maintenant, si je vous donne un exemple rapide. Juste ici, vous avez la couleur noire. Donc, c'est mon jeton global. Maintenant, ce noir est désormais référencé comme contenu principal et bordure sélectionnée. Maintenant, quand je dis le mot contenu pour eux, contenu signifie texte. D'accord, donc si j'utilise cela comme texte, ils disent essentiellement que nous utilisons la couleur noire pour le texte principal, mais nous utilisons également la couleur noire pour une bordure lorsqu'elle est sélectionnée. Puis à nouveau, dans le contenu principal, ils font référence au même jeton que le contenu du bouton secondaire et la valeur d'entrée. Ils affirment que lors de la création d'une zone de saisie, quand vous tapez quelque chose à l'intérieur de cette zone de saisie, quand vous ajoutez le texte, il est également noir profond lorsque vous avez un bouton secondaire et vous savez que la plupart des boutons secondaires sont de couleur verte, donc le texte au milieu, il sera noir maintenant si vous regardez cette différenciation, vous verriez qu'il y a 3 zones. La zone 1 est ici, cette ligne grise, et la zone 2. C'est la zone 3, aussi appelée niveau. Cela serait appelé niveau. 2 serait nommé niveau. 3, nous sommes dans la section thématique. Mais c'est là que nous devenons spécifiques aux composants. Donc, à l'intérieur du système de design d'Uber, au sein du seul type de couleur, vous pouvez avoir 3 niveaux. Et nous discuterons de la dénomination de ces 3 niveaux quant à la manière dont ils ont élaboré cette logique. Pourquoi cela s'appelle-t-il contenu primaire? Pourquoi cela s'appelle-t-il contenu du bouton secondaire? Cela ne signifie pas forcément que les mêmes règles s'appliqueront à l'espacement, à la typographie ou qu'il y aura 3 niveaux. Non, seuls les jetons de couleur auront 3 niveaux. Aussi, beaucoup de gens disent parce que 3 niveaux signifient que le nom du jeton aura 3 parties. Non, cela ne signifie pas. Cela n'a que 2 parties. Il a le type et ensuite il a le contexte. D'accord, donc il n'est pas nécessaire que 3 niveaux signifient que le nom aura 3 parties.
Pas du tout. C'est juste qu'ils ont la possibilité de passer de la zone 1 à la zone 2 à la zone 3. Et cela signifie essentiellement que la même couleur peut être utilisée à travers 3 niveaux. C'est pourquoi ils l'appellent 3 niveaux. Maintenant, je vais vous montrer comment ils ont organisé leur type de jetons de couleur étape numéro 1. Ils ont déclaré tous leurs primitives, comme littéralement, ils ont pris un tas de codes hexadécimaux qu'ils avaient présélectionnés et ils leur ont donné des noms globaux. D'accord. Et ils ont comme plus de 100 codes hexadécimaux, comme ils ont une énorme bibliothèque de chaque couleur possible que leurs équipes ne peuvent utiliser. Maintenant, même l'équipe marketing est limitée à ses choix. L'équipe produit ne peut également choisir que parmi ceux-ci, maintenant, à partir des primitives, ils ont choisi certaines couleurs spécifiques qu'ils appellent des couleurs de base qui ont, vous savez, essentiellement un alias pour leur couleur de marque. Donc, ce sont leurs couleurs de marque. Et il n'a que 6 valeurs. Ensuite, ils ont le troisième saut qui s'appelle corps, qui ne sont que leurs gris. Donc, vous vous souvenez que nous avons déclaré des gris lorsque nous faisions nos 3 sauts. Dans ce cas, ils ont 4 sauts. Donc, ils ont des primitives, ils ont des fondations qui sont soi-disant les couleurs de la marque. Et ici, ils ont des corps qui sont essentiellement leurs gris. Et ils ont choisi 17 valeurs de cette palette entière. Donc, je pense que ce sera principalement à partir de ces gris clairs. Et ensuite, ils ont aussi des extensions, donc essentiellement pour les mêmes couleurs fondamentales vives, ils ont comme ces versions neutres, ainsi que certaines couleurs sémantiques pour les états d'erreur et de réussite. Ensuite, ils ont aussi quelques superpositions, donc ils sont appelés scrims ou couvertures, avec 29 valeurs. Ils ont aussi une autre catégorie appelée programmes, je ne les mets pas ici. En substance, les programmes sont des couleurs qui ne varient pas quand vous basculez du thème clair au thème sombre pour éviter toute confusion. Donc, toutes ces couleurs ici pourraient changer. Mais quand les programmes, les couleurs ne changent pas, donc c'est juste un autre saut de couleurs, mais toutes proviennent de mes primitives. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment Uber a défini ces gris. Ils ont dit que, bien sûr, le noyau est construit à partir des primitives. Vous savez, des choses comme gris 100, gris 200, gris 600, c'est comme la viande et les pommes de terre de tout le système. Et puis, ils disent que nos gris sont également divisés en 3 catégories. L'un est votre arrière-plan, qui sont vos surfaces. Ensuite, nous avons le contenu qui est votre texte. N'importe quel texte, n'importe quelle icône que vous avez, elle apparaît sur le contenu. Et ensuite, vous avez les bordures, qui ne sont que les traits autour de vos surfaces. Donc, ils ont en quelque sorte divisé leur grille en cas d'utilisation spécifique. Que vous ne pouvez utiliser que ceux-ci pour les surfaces, vous ne pouvez pas utiliser aucun de ceux-ci, n'est-ce pas? Et pour le contenu aussi, vous ne pouvez passer qu'entre ceux-ci. Pour les bordures, vous pouvez seulement passer entre eux. Laissez-moi vous montrer leur utilisation pratique. Donc, par exemple, ici, nous avons 3 composants différents. Vous avez 3 sortes de boutons et d'icônes. Vous avez des champs de saisie. Et ici, vous avez une autre sorte d'accordéon. Maintenant, si je regarde ce composant, si vous regardez de près, littéralement, n'importe quel composant unique dans la bibliothèque d'Uber peut être décomposé en atomes. Et cet atome ne peut être que l'une de ces 3 choses. Il peut soit être un fond, soit un contenu, soit une bordure, donc vos icônes et textes. Ils sont tous liés au contenu, mais la surface dépend du fond. Ici, mon cœur est ce chevron. Cela devient du contenu. Le fond est assez simple dans ce cas. Tout le texte à l'intérieur du contenu. Cette étiquette est du contenu, l'icône est du contenu, la bordure est noire et ceci est l'arrière-plan. Et bien sûr, je crois que vous avez saisi le principe. Exact. Même ici, moins de texte, plus de contenu. Et quand je dis contenu, cela signifie qu'ils ne peuvent choisir que parmi ces couleurs ici, ces jetons ici, et d'où avons-nous obtenu ces jetons? Nous les avons obtenus de cette grande banque. Donc, une seule couleur est référencée à travers les niveaux. D'accord, et vous vous souvenez de ce que je disais. Ce truc, cette couche de composants, c'est le genre. Des couleurs ajoutées par nous, donc avec une valeur d'entrée. Texte signifie essentiellement que saisir la valeur du texte, c'est un contenu. Est-ce un fond? Non, n'est-ce pas? Est-ce une bordure? Non, donc votre première décision a été de déterminer si cette couleur est utilisée dans mes arrière-plans, mes bordures ou mon contenu. Quand je prends cette décision, je me demande en fait, d'accord, j'ai sauté de cet état à cet état. Mais maintenant, dans cet état, je dois vérifier quel type de couleur je choisis. Vais-je faire quelque chose qui concerne la conception de l'arrière-plan? À l'intérieur du contenu ou de la bordure. Ici, vous pouvez voir différents types de contenus, comme le texte de l'étiquette et l'icône, n'est-ce pas? Donc, même si la couleur est identique, même si la couleur est absolument blanche, c'est la même couleur, mais le nom de mon jeton sera différent. Donc, ici, ce serait probablement comme du texte d'entrée. Primaire ici, ce serait comme remplissage d'icônes primaires, n'est-ce pas? J'espère que cela a du sens.
Et j'espère que vous êtes en quelque sorte capable de comprendre pourquoi nous devons en quelque sorte créer cette abstraction maintenant, comme je l'ai dit. Un jeton peut tomber dans 3 niveaux. Et disons que votre nom de jeton de couleur aura votre type de couleur et votre niveau lorsque nous créons ces règles, valeur racine globale, alias non composant. Uber a fait quelque chose de très spécifique. Dans mon exemple, j'ai créé 4. Couches Uber ne le garde qu'à 3 couches. Donc, j'ai dit cela comme une valeur racine. Et de ma valeur racine, je l'appelle comme un nom global. Ils disent que ce nom global est en fait le primitif. Jeton. Donc, au lieu d'utiliser le mot nom global, il l'appelle jeton primitif. Donc, si je devais faire le système, j'appellerais noir comme le nom global Uber, l'appelle comme un jeton primitif, puis le nom global, une fois qu'il a été attaché au jeton primitif, il y a aussi un alias pour ce jeton primitif. Donc, la même chose continue et devient ceci, et il l'appelle comme un jeton sémantique. Donc, je l'appelais comme alias. Et puis, à la toute fin, les jetons sémantiques peuvent alors devenir des jetons spécifiques aux composants. Donc, bien sûr, ce sont juste des noms différents, mais le concept sous-jacent est le même maintenant, juste pour s'assurer que nous révisons toutes ces choses et juste pour s'assurer qu'il y a une clarté absolue. Quand je regarde un nom de jeton, le nom du jeton me dit 2 choses très, très importantes. D'abord, il me dit le type, que ce soit la couleur, la taille ou un trait, et le niveau. Me dit le contexte et l'état dans lequel se trouve le composant maintenant le plus étroit. Le cas d'utilisation prévu plus le nom est précis. Par exemple, en observant cet exemple, ce n'est pas un cas d'utilisation très précis. Non, c'est plutôt un cas d'utilisation très spécifique pour le bouton secondaire. Le bouton secondaire contient le contenu. Donc, le nom du jeton devient plus long. Et plus long, donc, au fur et à mesure que vous passez du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, le nom devient de plus en plus long. Compliqué. Et au fait, ils ont créé ces vidéos. Uber a créé ces vidéos. Ils les nomment screencast. Ils vous diront beaucoup sur le fonctionnement de tout cela. Donc, ils ont ce diagramme très simple où ils disent que le X est accessible par un nom primitif. C'est un nom primitif. Et ensuite, le primitif est alors accessible par le nom du jeton qui est accent de contenu. Ainsi, dans de nombreux articles sur les systèmes de design et les jetons, vous rencontrerez souvent la formule jeton égale nom plus valeur. On croit généralement que cela signifie assembler le nom et la valeur. Il devient votre nom de jeton. Non, 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 ils disent que c'est juste, logiquement, c'est ce qu'ils essaient de vous dire. Ce n'est pas une formule pour écrire votre nom. Ils disent juste que peut-être accent de contenu est un nom qui est lié à la valeur bleu 6 cents, space bleu 6 cents, devient un autre nom qui est à nouveau lié à la valeur du code hexadécimal. C'est ainsi que, lorsque nous discutions au tout début, nous avions ce sujet ici où nous disions qu'en design, nous avons des noms et des valeurs. Nous avions des noms et des valeurs ici. Dans ce cas, ce qu'ils ont fait, c'est que le nom est primitif et la valeur est le code hexadécimal. J'espère que cela a du sens. Maintenant, la question est, comment déclarez-vous finalement ces niveaux d'abstraction à l'intérieur de Figma? Malheureusement, les styles ne vous permettent que de passer du code hexadécimal au nom global. Vous ne pouvez donc pas vraiment convertir le nom global en alias ou l'alias en jeton spécifique à un composant. Et c'est une limitation, et c'est pourquoi Figma a introduit ce nouveau sujet appelé variable. Et ainsi, les variables vous permettent d'établir une valeur racine, de l'associer à un nom global, qui est ensuite lié à un alias, ce dernier étant lié à un composant, etc. Pendant très longtemps, les gens dans le monde du design essayaient de créer différents noms globaux pour le... Donc, ils opteraient pour le noir, le déclarer comme texte primaire, le déclarer aussi comme contraste 1 et blablabla. Et cela deviendrait très encombré parce que vous auriez tellement de noms de style tous liés à la même couleur. Et si vous deviez changer la couleur à un seul endroit, vous deviez aller aux styles individuels un par un parce qu'il n'y a qu'une seule couche. Mais vous savez, même maintenant, les styles de couleurs sont toujours très, très utiles. Et avant de comprendre comment fonctionnent les variables, je pense qu'il est très, très important. Vous comprenez comment fonctionnent les styles de couleurs, alors comprenons comment créons-nous vraiment ces styles de couleurs et les styles de type et comment les déclarez-vous à l'intérieur de Figma. Alors commençons avec le module numéro 3 où nous comprenons réellement comment déclarez-vous vos styles de couleurs et de type. Maintenant les gens, juste pour vous rappeler à nouveau, ce n'est pas un cours de système de design, c'est un cours de Figma. Donc je vais juste vous montrer comment sauvegarder vos styles de couleurs, mais nous n'entrerons pas dans les détails de quel type de couleur vous devez établir pour cela. Mon cours de 15 épisodes est suffisant parce que si vous finissez les styles de couleurs,
j'ai expliqué ici que vous pouvez non seulement les utiliser pour votre interface utilisateur, mais vous pouvez aussi les utiliser pour vos médias sociaux. Donc, à ce stade, les styles m'aident vraiment à créer de meilleurs carousels et de meilleures histoires pour mes médias sociaux, parce que dans les médias sociaux, vous avez juste comme une couche de com nommée droit, et ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous sauvegardez une couleur spécifique, disons juste que je crée cette couleur ici, et je l'appelle, disons, choisissons, comme un rouge subtil, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur ces 4 icônes ici, et c'est là que vous pouvez avoir accès à tous vos styles. Maintenant, vous verriez que j'ai quelques styles ici, et puis j'ai comme ce titre bizarre, et un tas de noms ici aussi. Donc la chose, et c'est le concept de bibliothèque, et nous allons couvrir cela dans un moment. Supposons que j'ai 5 fichiers Figma différents, et dans le premier fichier, j'ai déclaré toutes mes couleurs principales, mes primitives, mes noyaux, quoi qu'il en soit. Mais maintenant, dans mon fichier numéro 2, je fais l'application mobile dans le fichier numéro 3. Peut-être que je fais le site web, je veux que le fichier numéro 2 et le fichier numéro 3 accèdent à mes couleurs du premier fichier. Donc, pour partager tous vos styles d'un fichier à un autre, vous avez besoin de bibliothèque. Donc, ce que j'ai fait ici, disons juste que si je sélectionne cette couleur, cliquez sur ces 4 points, ici, et allez à ce bouton plus. Ici, j'aurai une nouvelle fenêtre où il me demande si j'ai besoin de sauvegarder cela comme un style ou une variable. Maintenant, nous n'avons pas encore couvert la variable, donc je vais juste cliquer sur le style. Ici, je peux lui donner un nom. Nous avons couvert le nommage en détail dans notre cours de 15 épisodes. C'est ce qu'on appelle déclarer votre palette DWI. Mais pour vous donner un principe très simple, vous pouvez faire quelque chose d'aussi simple que dire si ce sont vos gris, alors vous faites gris, slash, puis base 1, base 2, base 3. Si c'est votre marque, vous faites marque slash XYZ. D'accord, si c'est une sémantique, je peux faire sem slash. Et je peux faire alerte 1, n'est-ce pas? Et puis vous pouvez aussi ajouter une description qui serait visible pour vos designers. Si vous cliquez sur cette icône, ici, vous pouvez sélectionner parmi ces couleurs, niveaux alpha et même sauvegarder vos dégradés. Vous pouvez aussi sauvegarder les remplissages d'images et faire pareil pour les vidéos. Donc, je vais simplement cliquer sur créer un nouveau style et maintenant je l'aurai sauvegardé. L'avantage de la convention de la barre oblique, c'est que une fois que je clique à l'extérieur et si je vois tous mes styles locaux ici, le style local concerne tous les styles déclarés dans ces fichiers Figma spécifiques, incluant mes styles de texte que je vais vous montrer comment déclarer, ainsi que vos styles de couleurs. Comme ça, parce que j'avais nommé le style en tant que sem/alert, un semantic/alerton. Il fait maintenant partie d'un groupe, donc si je déclare une autre couleur qui est sem/article 2, je l'aurai à nouveau dans ce groupe similaire. Maintenant, laissez-moi simplement me débarrasser de tous ces styles. Je peux simplement sélectionner, supprimer le style et supprimer tous ces éléments un par un et laissez-moi vous montrer comment j'établirai mes grilles. D'accord, donc nous avions créé ces grilles, d'accord? Prenons ces rectangles, sortons-les. Il y a 2 choses à apprendre attentivement pour déclarer rapidement vos styles de couleurs. L'une est qu'une fois qu'ils sont arrangés dans l'ordre, vous devez vous assurer que vous utilisez le plugin de tri. Et nous avions essayé cela dans notre vidéo aussi, où je vous ai montré combien il est important de vous assurer que l'ordre de votre panneau de calque et l'ordre de votre toile réelle est identique. Une fois que je les ai triés, je vais refaire la commande slash et aller cliquer sur renommer la sélection. Donc, c'est ce qu'on appelle le renommage en lot. Et ici, je vais le nommer en gris et juste slash OK. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tous ces éléments sont maintenant appelés gris slash. Maintenant, je vais sélectionner les 4 premiers qui sont juste ma base. Encore aller et cliquer sur renommer la sélection. Maintenant, la partie amusante est que je veux quelque chose à ajouter sur le dessus de gris slash. Donc, je peux simplement sélectionner le nom actuel et pour sélectionner le nom de la couleur, il suffit de mettre $1 et le signe ampersand, qui est le signe. Et maintenant, si je tape, disons, hunch, alors vous verrez dans l'aperçu du côté gauche, c'est ainsi que mon nommage ressemblerait, mais je préfère l'appeler base plutôt qu'hunch. Donc, je vais le nommer base, tiret, et ensuite, je veux des numéros. Donc, si je veux des numéros croissants, je cliquerai sur cela. Si je veux des numéros décroissants, je cliquerai sur cela si je fais croissant. Alors, il ajoutera 2 petits n avec le signe du $. Donc, ça viendra comme base 0, en base 02, base 03. Si je supprime l'un de ces n, il le gardera simplement comme base 1, base 2, base 3, base 4. Et je veux que l'ascendant commence à partir de 1 une fois que je fais cela. Vous réalisez que cela devient ma base 1 devient ma base 2, cette base 3, et cette base 4, et c'est exactement ce que je vous laisse. Je peux faire la même chose pour les moyens aussi.
Je peux aller renommer la sélection faire et puis faire milieu, puis tirer, puis signe dollar. Et N, je peux choisir ceci. Encore une fois, commande slash, renommer sélection, signe dollar et faire contraste, tirer signe dollar N. Donc, ce qui se passe, c'est que une fois que je les sélectionne tous, ils ont tous le préfixe de gris slash, mais cette deuxième partie est mid, un mid, deux mid, un mid, trois. Maintenant, c'est là où vous pouvez gagner beaucoup de temps. Vous devez installer le plugin Styler. Et d'ailleurs, pour installer l'un de ces plugins, vous avez juste besoin d'aller ici, cliquer sur Plugin et taper simplement le mot Styler et installer ce plugin. Donc, assurez-vous simplement d'avoir ce plugin valide. Je l'ai déjà installé, donc je vais sélectionner toutes ces commandes slash taper générer des styles. Maintenant, ce que Figma va faire, c'est qu'il va prendre tous ces noms de calque et ensuite utiliser ceux-ci comme mes noms de style dès que je clique sur générer des styles au lieu de choisir chaque couleur. Et vous savez, par exemple, si je devais créer cela en allant ici, en cliquant sur plus, en tapant ce nom et en faisant cela tant de fois. Avec le plugin Styler, j'ai tous mes styles sauvegardés en 1 seconde et ils sont tous soigneusement organisés dans mes grilles. Maintenant, bien sûr, je peux aller ici, double-cliquer sur cela et l'appeler aussi gris, puis vous pouvez faire la même chose pour vos couleurs de marque, vos couleurs sémantiques, etc. Donc, c'est très, très utile si vous prenez ce raccourci. Et c'est ainsi que vous savez que les styles de couleurs sont en quelque sorte déclarés à l'intérieur de Figma. Maintenant, si vous le faisiez pour un thème sombre ou un thème clair, alors vous auriez eu 8 clairs, gris, blablabla, 8 sombres, gris, blablabla. Mais une fois que nous commençons à utiliser des variables, je vais réellement vous apprendre comment cette simple banque de couleurs, cet unique ensemble de couleurs, ce sont celles qui seront référencées dans votre thème clair. Elles seront référencées dans votre thème sombre. Donc, vous aurez juste un tas de primitives. Le même sous-ensemble sera utilisé pour le thème clair, le même sous-ensemble sera utilisé pour le thème sombre, car dans les premiers temps, vous deviez créer un ensemble séparé de styles pour le clair et un ensemble séparé de styles pour le sombre. Mais maintenant, avec les variables, vous pouvez faire le truc à plusieurs niveaux. Mais nous ne couvrirons pas cela aujourd'hui, parce que je veux juste m'assurer que cette vidéo concerne uniquement comment ces styles sont en quelque sorte créés. Donc, je vous recommanderais totalement de consulter notre vidéo détaillée qui portait sur les styles d'interface utilisateur appliqués aux styles de typographie. D'abord, pour le choix des polices, je recommande fortement d'utiliser uniquement les polices Google, que ce soit pour votre marketing ou interface utilisateur. En ce qui concerne les polices Google, de nombreux sites web fournissent des recommandations, mais l'essentiel est lié aux polices Google. C'est qu'ils ont beaucoup de filtres et vous obtenez toujours des polices open source. Ils s'assurent que vous avez la licence pour utiliser ces polices. Et elles sont faciles à charger. Elles sont préchargées dans Figma, donc vous n'avez pas à les installer localement sur votre ordinateur portable ou vos designers n'ont pas besoin de les installer sur leurs ordinateurs portables. Et vous savez, en typographie, il y a un sujet très très important de pixels versus ems versus rems que nous avons vraiment détaillé dans notre vidéo qui s'intitule « Les bases de la typographie UI ». C'est dans le cours de 15 épisodes. Je vous recommande vivement de regarder cette vidéo après avoir terminé celle-ci. Maintenant, en ce qui concerne les styles de texte, disons simplement que je veux sauvegarder ce style de texte. Je veux fixer cette police Figma. Ne sauvegarde que ses propriétés ici, mais elles ne sauvegarderont pas la couleur. Donc, si je sauvegarde ce style de texte comme un style de titre, il ne sauvegardera pas la couleur, il ne sauvegardera que la taille de la police, la hauteur de ligne et toutes ces choses. Il sauvegarde donc les propriétés. Il suffit simplement de cliquer sur ces 4 points, puis sur l'icône plus et enfin nommer le style de texte. Maintenant, la question est de savoir combien de styles de texte vous sauvegardez et comment exactement vous les décomposez. Donc, je vous ai dit que dans vos couleurs, vous aviez vos gris, vos sémantiques et toutes ces couleurs, mais qu'est-ce qui se passe dans un style de texte? Donc, une règle essentielle, ne jamais descendre en dessous de 12 pixels. 12 pixels est la taille la plus petite et il n'y a pas de règle pour les augmentations. Par exemple, le premier peut être 12 le second, peut être 14-16. L'essentiel est que vous devriez avoir des options qui sont limitées, mais aussi visuellement très distinctes. L'une de l'autre, par exemple, il y a une différence très insignifiante entre 12 pixels et 13 pixels. Donc, je le garderai à 12-14, 16, 10-8-24 et votre application mobile aura un système de typographie différent. Votre application web aura un système de typographie différent. C'est une erreur très courante que les étudiants font, ils pensent qu'une seule échelle de type conviendra pour tous leurs appareils. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez principalement comme 3 catégories de styles de type. D'accord. L'une est votre texte d'étiquette.
Donc, le texte d'étiquette est, vous savez, du texte sur une seule ligne. La deuxième catégorie est votre affichage. Et l'affichage est juste comme un nom d'alias pour les titres. Donc, comme pour les grandes tailles de police, vous avez des affichages pour le texte sur une seule ligne. Vous avez des étiquettes et puis vous avez des paragraphes. D'accord. Donc, disons simplement que je veux déclarer mes étiquettes. Je vais commencer par mes 12 pixels. Et d'ailleurs, laissez-moi juste détacher tous les styles. J'essaie juste c'est là avant de vous insigner, les gens. Je vais simplement supprimer tous ces styles et je vais aller à l'étiquette 5 qui est à 12 pixels. Et quand il s'agit d'étiquette, parce que je sais que ce sera un texte sur une seule ligne, la hauteur de ligne doit être de 100. Il ne devrait pas y avoir d'espace supplémentaire. J'utilise personnellement Internet moins 2% d'espacement de lignes, d'espacement de lettres, mais cela dépend entièrement de vous et l'espacement de paragraphe doit être 0 et doit être en largeur automatique. Donc, je vais choisir 12, je vais choisir 14 et 16 et 18 puis 24. Maintenant, exactement comme nous l'avons fait avec les couleurs, je vais faire quelque chose de très similaire ici. Donc, je vais les sortir de la mise en page automatique, prendre ceci et maintenant, je vais les renommer, disons. Simplement qu'ils ont un nom aléatoire par défaut d'accord. Donc, ma première responsabilité est de m'assurer que je sélectionne quelle catégorie de type c'est. Est-ce un paragraphe ou un affichage ou une étiquette? Donc, je vais probablement aller et faire cela comme étiquette slash. D'accord, maintenant, la chose est que lorsque vous choisissez les noms, vous devez vous assurer que vous, en tant que concepteur, pouvez instantanément déterminer si c'est un régulier ou un gras ou quelle taille c'est pour. Et il y a aussi une convention très courante, la plus grande taille, a toujours le numéro le plus bas. Donc, j'aurais pu l'appeler ainsi. L1, L2, L3, L4, qui est l'étiquette 1, l'étiquette 2, l'étiquette 3, l'étiquette 4. Mais la plus grande taille obtient le numéro le plus court. Donc, essentiellement, le pixel 12 serait appelé étiquette 5 et le plus grand serait appelé étiquette 1, mais je ne peux pas avoir cela comme mon nom de style. Donc, ce que je ferai, c'est que je le garderai très concis. J'aurai l'étiquette 1 comme nom de mon groupe. Mais au sein du groupe d'étiquettes, voici comment je les renommerai. Je vais appeler cela L. Et ensuite, parce que je veux probablement ces numéros différemment, j'aurai probablement $N. Donc maintenant, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Puis je peux appuyer sur tiret et ensuite je peux faire reg qui signifie régulier parce que c'est mon poids et je veux le voir visuellement ainsi que dans le style de type parce que parfois il devient très difficile de voir visuellement. Mais si vous voyez reg, alors vous savez instantanément que c'est reg. Maintenant, une chose très importante à noter ici est que lorsque vous, les designers, dites le mot régulier, les développeurs le signifient en fait sous forme de nombre. Donc pour eux, ce n'est pas régulier, mais c'est en fait le poids de la police. Dans la plupart des cas, vous pouvez trouver le numéro en allant sur Google Fonds. Dans ce cas, régulier va être 400 pour moi, donc je peux nommer cela comme régulier 400. En allant sur Google Fonds. Dans ce cas, régulier va être 4 cents pour moi. Donc, je peux nommer cela comme régulier 4 cents. Et quand je clique sur renommer, vous réaliserez que l'étiquette 5 a un nom de couche qui est maintenant 5 reg 4 cents. Maintenant, l'avantage de cela est que je peux dupliquer ces éléments. Aller par exemple à celui-ci, étiquette 5, rendre cela gras à nouveau. Faisons cela. Gras aussi, et maintenant ce n'est plus un reg 400, maintenant c'est probablement, disons, gras 600, parce qu'ils ont généralement des augmentations de 100, n'est-ce pas? Donc si c'est 400, c'est 500, c'est 600, c'est 700, donc ça va être 700 maintenant, au lieu de les renommer. À partir de 0, je peux faire commande R, et ici dans mon match, je peux taper reg 400, maintenant il remplacera reg 400 par tout ce que je tape ici. Donc, j'écrirai gras 700 et les renommer et maintenant, j'essaye. Maintenant, la partie amusante est que j'ai complètement oublié d'ajouter le mot étiquette avant cela. Donc, je peux à nouveau faire commande R et assurons-nous simplement qu'ils sont correctement triés. Donc, lançons le plugin de tri avant de les renommer. Donc, faisons trier la position. Je vais tous les sélectionner, renommer la sélection. Et ensuite, écrire simplement le mot étiquette nom actuel. Donc maintenant, quels que soient les noms qu'ils ont déjà, j'ajoute simplement un préfixe au même nom. Donc je vais simplement cliquer sur renommer. Et maintenant, j'ai tous mes styles prêts. Je vais aller à mon styler et générer des styles. Dès que je fais ça, vous réalisez que j'ai toutes mes étiquettes de texte, n'est-ce pas?
Ici maintenant, la partie amusante est que vous pouvez soit les garder dans un seul groupe, soit utiliser la convention / et mettre, vous savez, tous les 15 ensemble ou peut-être tout le texte régulier ensemble. Donc, vous savez, il y a de nombreuses façons dont vous pouvez regrouper ces éléments. Je voulais juste vous montrer comment utiliser le trieur et le nommage des couches dans Stylé pour déclarer ces éléments rapidement. Mais pour comprendre individuellement comment déclarer ces types de styles, vous devriez absolument regarder la vidéo que nous avons dans le cours de 15 épisodes en ce moment. Concernant les affichages, les tailles de police sont plus grandes. Gardez une hauteur de ligne à 135%. Mais en ce qui concerne les paragraphes, à 100%, vous devez avoir au moins 135 détails de police. Maintenant, il y a une énorme différence. Ici, je ne veux pas que vous écriviez 135. Ici, je veux que vous calculiez 135 de ceci et ensuite ajoutez la hauteur de ligne, convertissez-le en une valeur entière appropriée et gardez-le très clair. Parce que j'ai remarqué que cela finit généralement par beaucoup de complications, en utilisant précisément 135 comme pourcentage. Donc, assurez-vous de calculer les valeurs. Bien sûr, ils peuvent être obtenus comme PSF, PSX, P5, et cela fonctionnerait bien. En général, je préconise 2 poids seulement, normal et gras. Ça marche généralement bien, mais il y a 3 plugins Figma maintenant qui sont extrêmement utiles. Je ne les mettrai pas en œuvre pour le moment. Vous les adorerez pour leur simplicité. L'un est trouvé et remplacé. Donc parfois, vous devez échanger des mots sur votre page Figma et peut-être qu'ils ne sont pas dans un composant. Corrigez individuellement ces orthographes. Fonctionne comme la fonction « Trouver et remplacer » dans le bloc-notes. Et vous savez, Microsoft Word, mais maintenant, c'est aussi dans Figma. Ensuite, vous avez aussi Ghost UX Writer, qui vous donne beaucoup de bons textes factices à ajouter à votre texte pour des états d'erreur, erreurs de connexion ou des confirmations. Et toutes ces choses. Et ensuite, nous avons aussi Spell, avec 3 L à la fin, qui est comme une vérification orthographique pour Figma, car je constate que de nombreux étudiants font des erreurs d'orthographe basiques, faute de vérification orthographique. Maintenant, comme je l'ai dit, une fois que vous avez déclaré vos styles, vous pouvez aller à votre panneau d'actifs et cliquer sur cette icône de livre juste ici. Et lorsque vous cliquez sur Publier, tous vos 27 composants sont essentiellement ces boutons et les choses que nous avons enregistrées. Vous vous souvenez, dans le cours 2, nous avions créé ce signe de diamant où vous aviez un composant de bouton. Vous pouvez enregistrer tous ces composants et déclarer des styles dans ce fichier. Et ensuite publier cela comme une bibliothèque. Donc, par exemple, dans ce fichier spécifique que je vous montre maintenant, j'ai inclus des bibliothèques d'autres fichiers Figma. Donc, il y a des couleurs que j'utilise régulièrement. Il y a des icônes que j'utilise régulièrement. Donc, je les ai ajoutées ici, donc elles sont toutes visibles. Tout ce que j'ai à faire est d'ajouter au fichier. Maintenant, je peux cliquer sur cette icône de publication et ensuite, il me montrera que, d'accord, ce sont les styles de type que vous voulez déclarer. Dès que je clique sur Publier, cela prend environ 1 ou 2 minutes en fonction du nombre de composants et de styles que vous avez. Mais une fois terminé, si vous avez un plan pro, vous avez besoin d'un plan pro pour la synchronisation de ces bibliothèques si vous avez le plan pro. Alors maintenant, vous pouvez déclarer des styles dans une partie et ensuite y accéder dans une autre. Et c'est ainsi que cela fonctionne pratiquement, même dans de vrais systèmes de design. Donc vous avez un fichier où vous déclarez simplement vos composants principaux et votre système de design et vos couleurs, puis vous publiez une bibliothèque de cela. Et ensuite, quelle que soit l'application ou n'importe quel site web ou n'importe quel projet que vous réalisez, cela se passe dans un fichier Figma séparé et vous activez cette bibliothèque de système de design principal dans votre fichier Figma mobile, dans votre fichier Figma web et vous savez, c'est ainsi que vous gardez les choses organisées. Donc, un cas d'utilisation très, très utile pour les débutants serait que si vous allez à la communauté Figma et que vous installez ou dupliquez le fichier des icônes de boîte, il est préférable de publier une bibliothèque du fichier des icônes de boîte et ensuite d'utiliser cette bibliothèque dans votre fichier de travail. Beaucoup de gens copient les icônes de boîte et les collent dans leur fichier Figma. Et vous savez, ce n'est tout simplement pas une manière très modulaire de faire les choses. Donc, il est toujours préférable que vous gardiez tous vos actifs organisés dans des bibliothèques séparées, afin que vous puissiez les activer un par un. Maintenant, avant de partir, je veux vous donner quelques ressources. Pour l'inspiration, je continue à les partager dans toutes mes vidéos. Je ne vais pas les passer en revue un par un, mais tous ces sites web vous aideront grandement à trouver de l'inspiration pour le design d'interface utilisateur et le design web. Ensuite, voici 4 sites web qui peuvent vous aider à apprendre Figma, même si je suis en train de télécharger ces vidéos. Si vous avez l'impression que vous voulez en faire plus,
Vous devrez en faire plus d'ailleurs. Et ce n'est pas pour le design UX, c'est pour apprendre Figma. Ces 4 sites web sont vraiment très cool. Nous avions également téléchargé l'épisode 2, mais j'ai eu l'impression que beaucoup de gens n'ont pas terminé l'épisode 2, alors assurez-vous que vous êtes à jour sur le programme et que vous me faites régulièrement part de vos commentaires sur ce que vous voudriez que je fasse. À couvrir, j'apprécierais vraiment beaucoup si vous pouviez simplement cliquer sur s'abonner et cliquer sur l'icône de la cloche et aimer cette vidéo parce que cela nous aide vraiment, ou dire à YouTube que le contenu est vraiment utile maintenant que je vous ai présenté un aperçu des systèmes de design, un aperçu des tokens. Je vous recommanderais totalement de consulter designsystemsrepo.com. Donc, si je devais copier ce lien et ouvrir, c'est extrêmement vaste et très, très détaillé. Donc, si je vais ici et clique sur les systèmes de design, vous aurez un tas de systèmes de design dont vous pouvez apprendre. Par exemple, si je vais dire Audi UI, je peux réellement voir les systèmes de design qui sont utilisés dans les vraies voitures Audi. Donc, je peux aller ici et lire comment ils ont organisé pour différents viewports et pour différentes tailles d'écran. Donc, c'est vraiment très inspirant de voir comment ces grandes marques utilisent correctement les systèmes de design, comme vous pouvez également consulter Carbon par IBM. Un autre système de design très très inspirant. Et comme je l'ai dit, une fois que vous allez ici à l'intérieur de vos directives et à l'intérieur de votre section composants, vous verrez comment ils ont organisé chaque chose. Donc dans les composants, vous pouvez voir comment ils ont fait leurs boutons. Donc si je devais double-cliquer sur cela, je pense que je dois juste cliquer sur accepter tout. Laissez-moi cliquer sur les boutons. Et vous pouvez voir qu'ils ont une documentation complète. Ils montrent leurs boutons primaires, secondaires, tertiaires, dangereux. Cela vous apprendra vraiment beaucoup. Et la partie amusante est qu'ils ont aussi des démonstrations en direct. Donc vous pouvez voir les états avec lesquels ils interagissent, n'est-ce pas? Vous avez tous ces composants comme une documentation très très détaillée pour les étudiants. D'accord, rien ne sera théorique une fois que vous aurez pris note de ce que je vous ai enseigné et une fois que vous aurez parcouru ces ressources. D'accord, donc l'un est designsystemsrepo.com et l'autre est Design Systems pour Figma.com où vous pouvez obtenir réellement les fichiers Figma pour tous ces systèmes de conception. Donc, lorsque nous allons sur un site web comme Carbon ou l'un de ces sites web en ligne, c'est toujours de la documentation, mais sur les systèmes de conception pour Figma, je peux en fait, disons simplement, si je devais vérifier base, qui est par Uber, je peux cliquer sur l'icône du kit Figma et cela me mènera à la page communautaire Figma Exact d'Uber où je peux obtenir le fichier Figma officiel. Vous pouvez imaginer à quel point c'est précieux. Et pour une personne qui veut vraiment se plonger dans l'UX. D'accord, et vous n'avez pas à faire cela un par un, je le ferai 100 fois. Je vous rappelle simplement que nous avons créé des cours gratuits dédiés à l'apprentissage que nous venons de lancer. Apprenez l'UI UX. Et si vous êtes confus quant à la planification de votre carrière et que vous ne savez pas si c'est la bonne option pour vous, vous devriez absolument consulter nos vidéos de base. Sur learnux.in, il y a une vidéo. C'est la vidéo du plan d'action 2023 utile pour élaborer votre plan de carrière. Vous donnera des tonnes de ressources pour commencer en tant que designer à temps plein. Puis bien sûr, le cours de 15 épisodes est là et chaque ressource que j'ai mentionnée sera là dans la description. Assurez-vous de suivre toutes les vidéos jusqu'au bout. Cela prend au moins 6 à 8 mois, du début à la fin. Je sais que vous verrez beaucoup de cohortes et de certifications qui disent que nous ferons de vous un designer en 3 ou 4 mois. Je pense personnellement que juste pour apprendre Figma correctement, juste pour apprendre les bases de l'UX. Fondamentaux de la psychologie de l'UX nécessitent 6 à 8 mois de pratique, où vous passez 2 à 2 heures et demie chaque jour, après avoir passé 2 à 2 heures et demie chaque jour. Il vous faudra 8 mois pour être assez compétent pour obtenir un stage bien payé. Et si vous êtes bloqué sur vos études de cas UX, nous avons créé une vidéo sur la rédaction de votre premier cas d'études UX. Il y a au moins 2 vidéos d'1 heure et demie chacune, longues, et elles vous diront vraiment beaucoup de choses précieuses. Bien sûr, je ne vous laisserai pas sans devoir. Pour les 5 prochains jours, vous devez vous assurer de couvrir ces choses. Donc, premièrement, je sais qu'il y a beaucoup de choses dont nous avons discuté en jetons. Cela pourrait vous avoir légèrement intimidé. Mais les sujets complexes, vous savez, ils sont censés prendre du temps. Il faut leur accorder du temps et lire davantage. Vous devez regarder du contenu. Et vous devez regarder le contenu encore et encore. Donc, ça prend du temps. C'est simple, mais ce n'est pas si facile. Exact. Je vous suggérerais de le faire. Bien sûr, terminez notre vidéo de déclaration de couleurs et de types et de boutons du cours de 15 épisodes. Bien sûr, j'ai fait ces vidéos il y a 2 ans, mais je vous recommanderais totalement de les regarder. Elles éclairciront davantage vos bases et prendront des notes détaillées sur Notion. Si vous ne savez pas comment fonctionne Notion, j'ai créé une vidéo très détaillée appelée « Comment documenter sur Notion ».
je vais coller le lien dans la description et étudier le système de design Polaris par Shopify ou même Base par Uber parce que ces gars ont vraiment très bien documenté les choses. Commentez si cette vidéo vous a plu. Laissez un commentaire si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Parce que nous n'avons pas vu une très bonne réponse à l'épisode 2. L'épisode 1 s'est bien passé, mais j'ai eu l'impression que beaucoup de gens n'ont pas regardé l'épisode 2 après la fin de l'épisode 1. Donc, nous sommes toujours très confus si nous devons continuer cette série ou non, parce que nous passons beaucoup de temps à créer ces vidéos vraiment approfondies. Donc, si vous pensez que ce type de contenu approfondi n'est pas le bon type de vidéo et que vous n'arrivez pas à suivre, alors nous les réduirons un peu et les simplifier. Si vous documentez quelque chose, publiez-le sur LinkedIn et taguez-moi. J'adore vos stories Instagram, c'est toujours agréable de voir ce que vous faites. Et oui, nous avons couvert les 3 premières conférences. La conférence numéro 4 portera sur les composants et les variantes, une fonctionnalité très très utile. J'ai hâte de terminer toutes les 10 conférences parce qu'une fois que vous aurez terminé ces 10 conférences, nous passerons évidemment à des choses beaucoup plus excitantes, qui est dédié à l'UX et au design spatial et à la psychologie de l'UX en général, si c'est votre première visite ici. Cliquez sur s'abonner et l'icône de la cloche. Indiquez-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je traite un sujet spécifique dans la vidéo sur les composants et les variantes, car vous savez que c'est un sujet très vaste. Je ferai de mon mieux pour condenser toutes les informations importantes dans une conférence d'1 heure. Je filme ces vidéos habituellement, pendant très très longtemps, et nous les éditons pour nous assurer que nous ne gardons que le plus précieux dans les vidéos. Encore une fois, n'oubliez pas d'apprécier cette vidéo et de la diffuser dans votre communauté. Si vous êtes dans le circuit du contenu, si vous êtes un bon éditeur ou si vous êtes un bon designer UX ou si vous êtes un bon scénariste de contenu, veuillez m'envoyer vos portfolios à admin à l'adresse anshmira.com. Nous agrandissons notre équipe. Je recherche des talents. Ou si vous êtes intéressé par le domaine du contenu en design UX. J'aimerais voir votre travail. Peut-être que nous pouvons collaborer ensemble. Nous avons également lancé un site web appelé Comment inciter. Cela contient toutes nos vidéos sur l'ingénierie d'incitation de ChatGPT Midjourney. Beaucoup de choses utiles sont là. Donc, si vous êtes intéressé par le monde de l'IA et de l'ingénierie d'incitation, Comment inciter.in résoudra tous vos doutes. Si vous vous intéressez au design UX et UI, alors apprenez UIUX.in vous donnera toutes les ressources dont vous avez besoin pour commencer dans ce domaine gratuitement, bien sûr. Nous avons créé beaucoup de contenu sur le design spatial. Ceci vous apprend à concevoir des applications pour la vision d'Apple, qui est une réalité augmentée. Si vous ne m'avez pas encore contacté sur Instagram, assurez-vous de m'envoyer un message à l'adresse anshmera.ai. Nous mettons régulièrement à jour de nombreuses informations du monde de l'IA et du design. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre esprit et de votre corps. C'est votre ami Anshmera qui vous dit au revoir. Si vous aimez cette vidéo, assurez-vous de cliquer sur j'aime et d'appuyer sur le bouton s'abonner. Je télécharge souvent des vidéos sur le design UX, le marketing et le storytelling.